Aujourd'hui, je sors encore de la gym. C'est comme d'habitude, j'aime bien tourner après la gym. Ça me met en forme. Quand je suis en forme, bim! Se défendre, Elsa Dorlin, une philosophie de la violence. Et on en parle maintenant. Se défendre, c'est ce bouquin, je sais même plus quand il est sorti, c'est quoi, 2017? On va vérifier ça. C'est chez Zone. Zone, c'est une collection de la découverte, vous les trouvez en ligne. Ouais, 2017. C'est un label, c'est pas une collection. C'est quoi la différence entre un label et une collection? Ok, déjà, voilà. Bon, Elsa Dorlin, elle est prof de philo politique, je crois. D'ailleurs, c'est expliqué au début. À Paris 8. Ils disent encore auteureux, autrice. C'est un livre qui m'a pas mal intéressée et qui me laisse des insatisfactions parce que j'aurais voulu que ça aille encore plus loin. Parce que la question de la violence politique et non pas seulement en particulier, mais aussi donc la possibilité d'une violence féministe. Il y a eu des violences féministes. Pas de mort. Ça, c'est pas arrivé, ou pas à ma connaissance. Mais en tout cas, le mouvement des suffragettes, c'était un mouvement violent. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je sais plus comment elle s'appelait, puisque je mets toujours des titres que j'invente au dernier moment. La violence politique tout court m'intéresse, mais bon, c'est assez banal, la violence et la politique ensemble. Là, l'angle de Dorlin m'intéressait parce que il est en partie, ou au moins partiellement, ou intersectionnellement féministe. Et parce que la question de la violence des femmes, ou de l'absence de violence des femmes, il n'y a pas d'absence de violence des femmes, hein, mais l'occultation, la minimisation donc factuelle, théorique, littéraire, culturelle de la violence des femmes m'intéresse. Et en fait, se défendre, c'est tout ça, mais pris de biais. Parce que la question n'est pas l'origine de la violence, ou les raisons de la violence, ou ce genre de choses, mais la réponse à une violence déjà là. Donc ce qui implique évidemment d'accepter qu'il y a déjà une violence institutionnelle, une violence étatique, une violence de groupe, militants aussi, mais de groupes en opposition, des groupes qui oppriment des oppresseurs. Et donc ça amène un angle assez intéressant qui est donc celui de l'autodéfense. Alors il faut déjà comprendre qu'elle distingue très rapidement légitime défense d'autodéfense. La légitime défense, finalement, c'est celle qui est le fait des groupes considérés comme légitimes et qui est donc institutionnalisée, qui entre dans une norme, dans la loi, tout simplement. Alors que l'autodéfense, elle est beaucoup plus, j'allais dire individuelle. Elle n'est pas forcément individuelle, mais là on va arriver sur mes regrets finaux. Elle va être la réponse en fait à la violence de l'oppression, violence qui peut être structurelle mais qui est aussi individuelle, de collectifs, etc. Donc ça fait un ensemble comme ça. Alors je me propose de reprendre la table des matières parce que je trouve que c'est très efficace de voir comment est structuré un bouquin. Il est joli, il est pas trop lourd, il est facile à porter, je crois qu'il coûte 8 €, voilà, un peu cher, mais de toute façon c'est cher, la littérature et les livres. Donc un prologue, ce que peut encore, la fabrique des corps des armées, donc hop, histoire du port d'armes, donc armée d'un côté et désarmée de l'autre, c'est-à-dire désarmer les esclaves et les indigènes, ascèse martiale, donc culture de l'autodéfense esclave, donc quelles ont été déjà... Parce qu'en fait, voilà, je vais faire le sommaire et expliquer ça. La force noire de l'Empire, vive le patriarcat, vive la France, donc comment en fait racisme, sexisme s'allient, donc ça fait partie des sujets étudiés par Dorlin dans d'autres livres que je n'ai pas lus. Défense de soi, défense de la nation, mourir pour la patrie, femmes, armons-nous les bataillons d'Amazon, armée citoyenne, donc là c'est vraiment du côté des femmes, le jujitsu des suffragistes, et là devrait dire les suffragettes, mais elle n'a pas vu ma vidéo. Combat rapproché et antinationalisme, donc testament de l'autodéfense, mourir en combattant, donc ça c'est Varsovie, le ghetto. L'autodéfense comme doctrine nationale et le Krav Maga, on parle d'Israël. C'est intéressant d'avoir cette chronologie. L'État ou le non-monopole de la défense légitime, donc là on est vraiment pure philosophie politique avec Hobbes et Locke. Se faire justice soi-même, donc hop, en application avec la question des milices, et ensuite vigilantisme, ou la naissance de l'État racial, ensuite la justice blanche, donc là c'est vraiment sur le lynchage, et le lynchage qui prend les couleurs du féminisme, ça rappelle plein de choses actuelles.
Self-Defense, Power to the People, donc là on est sur grosso modo les Black Panthers, et la doctrine de l'armement. Autodéfense et sécurité, donc le safe, et là il y a aussi des choses que j'ai trouvées très intéressantes. Autodéfense et politique de la rage, vengeance, empowerment. Voilà, ça j'ai toujours des doutes. Répliquer, et là ça va être la partie on va dire la plus originale, ou la moins historique et la plus philosophique, donc sans défense, phénoménologie de la proie, épistémologie du souci des autres et cas négatif, ça je vais y revenir. Alors pour commencer, je trouve que c'est hyper intéressant comme éventail, mais elle commence et elle finit par deux, j'ai envie de dire faits divers, c'est pas des faits divers, hein, mais donc par une condamnation et la description d'une torture qui a eu lieu en Guadeloupe en 1802 dans le prologue, et elle finit par l'affaire Trevor Martin. Donc, ce qui donne comme ça un fil historique, mais qui, je dois l'avouer, peut aussi donner l'impression d'anecdotes en fait. Alors ce sont évidemment pas des anecdotes, hein, ou en tout cas pas dans le sens courant ou commun du terme. Là on est vraiment dans quelque chose qui va être beaucoup plus violent évidemment, hein. J'ai pas envie de dire tragique, parce que le tragique ça ne s'évite pas. Là ça aurait pu s'éviter. Là c'est autre chose. Mais qui va être du côté donc de l'histoire et de l'histoire singulière, et non pas, même si c'est de l'histoire donc qui va révéler, et non pas de la théorie. Et j'avoue que je trouve ça un peu racoleur comme méthode. Après je trouve ça assez efficace, mais comme le style de Dorlin qui est assez net, surtout, alors c'est surtout au début du bouquin que j'ai pu trouver son style un peu lyrique. C'est pas un style lyrique, hein, mais avec un peu des envolées, et ça je pense que ça que que c'est vraiment un trait caractéristique donc du label Zone. Parce que d'autres ouvrages m'ont fait cet effet-là dans cette même collection. Ce qui va les rendre très agréables à lire quand on ne connaît pas du tout le sujet. Ce qui est moins... Voilà, quand on commence à... C'est toujours cette question de est-ce qu'on est dans la vulga? C'est pas de la vulga, c'est de la philo. Mais c'est de la vulga accessible, et c'est très bien que ce soit accessible. Est-ce que pour autant il faut aller chercher le lecteur de cette façon-là? Je sais pas. Vraiment, je sais pas, et je laisse la question ouverte. Ouais, j'ai pas adoré l'artifice rhétorique, même si j'ai trouvé aussi très efficace parce que c'est prenant. Donc voilà, ça c'est quelque chose. Voilà, donc je sais pas trop quoi penser. Après, donc, ce qu'elle met en place une approche foucaldienne pour voilà, faire un va-et-vient entre des cas pratiques, historiques, là, des cas apparemment différents, mais qui en fait sont reliés par une même théorie, et donc ça va montrer comment les races, donc races au sens social évidemment, il ne s'agit pas de postuler des races biologiques, mais comment des groupes qui ont été racisés, donc c'est-à-dire qui ont été distingués en fonction de la race qu'on leur attribue, et la question est de savoir aussi qui attribue quoi à qui, et quel trait, quel caractère et quel mode de vie, et assigne de façon extrêmement violente, hein. L'esclavage c'est quand même pas une petite situation, hein. Donc là, on a comme ça donc un va-et-vient entre les concepts et l'histoire, et donc des exemples historiques donc très très parlants, hein, évocateurs, développés, très référencés. Ça fait partie de choses très agréables. Et dans le même temps, mais là en fait c'est au-delà de Dorlin, quoi. C'est que ça peut aussi, alors là ça va dépendre de comment c'est raconté. Dans les choses qui m'ont laissé un peu à côté, c'est que donc dans ces exemples de lutte de personnes réduites en esclavage, etc., ça c'est vraiment les exemples qui m'ont le plus marqué, il y a une petite tendance à juxtaposer les exemples sans forcément faire le boulot de lien avec la théorie. C'est-à-dire que le lien entre l'exemple et la théorie n'est pas toujours fait, ça va plutôt être posé côte à côte. Et ça marche pas mal, hein. Je veux dire, on peut le faire ce lien, mais je trouve que ça aurait été mieux d'avoir systématiquement, parce que c'est quand même fait régulièrement, mais un lien qui montre comment, ici, c'est un exemple du concept. Et peut-être qu'aussi, pas
commencer par l'anecdote, même si rhétoriquement c'est très efficace, mais commencer par la théorie, ça peut aussi pas mal marcher. Voilà. Parce que surtout, en plus, c'est un processus qui est pas mal dupliqué, quoi, dans l'ouvrage. Alors, donc, le propos de Dorlin, si je le résume et si je l'ai bien compris, c'est que la violence d'État arme et désarme certains groupes contre d'autres, ou à la merci d'autres. Et ces groupes, ben, on n'est pas étonné, c'est toujours les mêmes, donc les personnes racisées, les femmes, les juifs, etc. Et voilà, son focus, c'est de regarder les moyens de défense, et de défense notamment violente, quoi, d'insurrection pour le ghetto de Varsovie, de ce qui mène à ça, etc. Alors, d'organisation, souvent, c'est pas mal d'exemples collectifs, et c'est que pour le coup, le chapitre consacré à Locke et Hobbes, je suis en train de me tromper, et Hobbes, alors non, c'est pas tout un chapitre en fait, c'est vraiment une séquence, mais peut paraître très théorique, alors que la suite va finalement, les autres exemples vont être, alors vont sembler découler des philosophies, et d'une certaine manière ils en découlent, hein, enfin ils en découlent, avec des intermédiaires, mais celui-ci, donc apparemment, j'ai pu entendre ces exemples ont pu être... enfin, ce moment théorique a pu être difficile à lire, parce qu'effectivement là c'est vraiment la philosophie politique. Bah, moi j'aurais eu tendance à le mettre en premier, mais c'est vrai que pour le coup ça aurait rebuté pour la suite du livre. Donc c'est quand même dommage, parce que si on ouvre juste le bouquin comme ça... Voilà. Et donc c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment des questions où je sais pas répondre, hein, et voilà, est-ce que je fais mon intello? Probablement. Voilà. Mais bon, mais en tout cas, ça donne quand même l'impression d'un genre de hiatus, quoi, à ce moment-là. Et je pense que bien connaître l'histoire d'en bas, enfin bien connaître, je connais pas bien, hein, mais connaître un peu ce qui se fait en histoire d'en bas, etc. Donc Marcus Rediker et plein d'autres. Mais Marcus Rediker, j'en ai déjà parlé en vidéo. Ça doit quand même pas mal aider à piger là ce qui se passe et les applications de ça, et notamment pour ce qui est de l'hydre mille têtes de Rediker et Lindbergh. Je prononce mal, lui. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des trucs que j'ai trouvé super intéressants, mais finalement plus intéressants historiquement que politiquement, et intéressants pour ce que je connaissais le moins, donc à savoir la condition, enfin ces questions de port d'armes et de désarmement au moment de l'esclavage colonial, puisqu'il existe toujours d'autres types d'esclavage. Là, ça a vraiment marché. Sur la construction donc, des lynchages, etc., où là, bon, j'avais les grandes lignes, hein, mais clairement pas autant de détails. Pour ce qui va être du chapitre consacré aux féministes, si, évidemment, je connaissais pas le nom des profs de Jiu-Jitsu ou ce genre de choses, mais là, je me suis plus ennuyée parce qu'en fait, ça m'a moins appris. Et en fait, c'est peut-être lié, enfin voilà, mon questionnement est vraiment lié au statut intermédiaire, quoi, du livre. Entre philo et histoire, quoi. On est entre les deux. Mais c'est intéressant d'être entre les deux, mais voilà, ça me... Donc, et après, donc, le moment... j'ai pas mal aimé le passage sur le safe, sur les espaces safe. Là, il y a eu quelques pages intéressantes. Alors, je sais plus où elles sont parce que je prends des notes dans les bouquins, mais sans marque-page, évidemment. Mais grosso modo, de mémoire, la question, donc les safe space, sont les espaces considérés, ou enfin des espaces pas exactement militants, mais à côté des espaces militants, des espaces considérés comme non-agression. Et ce que montre Dorlin, c'est qu'en fait, ces espaces, et ça je suis parfaitement d'accord avec elle, c'est que ces espaces safe, c'est là, page 149, en fait, ils sont tellement injonctifs dans le fait de devoir être safe, donc être un peu confortable, etc.,
que finalement, il le ferme, quoi. Ça marche plus. Alors l'exemple qui est donné, c'est celui d'un... Voilà, alors surtout page 147, ça m'a beaucoup plu, l'injonction à être safe, en sécurité entre soi, chez soi, équivaut à une politique de contrôle des mouvements de contestation qui s'avère des plus efficaces pour les cantonner. Voilà. Donc c'est que non seulement ça va finir par être violent, mais qu'en plus ça ne permet pas de conserver la rage qui fait militer, mais en outre ça va amener des divisions. Et ça c'est ce qu'elle montre avec le vigilantisme, c'est le moment où des gays se mettent à avoir des genres de milices de quartier pour évacuer les noirs. Et ça, ben là, ça pose un gros problème, quoi. Donc voilà, ça, il y a 2-3 pages là sur ça que j'ai trouvé bonne, vraiment bonne, reliée à la biopolitique, etc. Mais ça, je vais pas venir plus loin. Bon, la vengeance comme empowerment, et là, elle parle essentiellement du jeu Hey Baby, et donc ça amène un imaginaire assez pop, c'est plus une réflexion sur l'absence de véritable imagination de l'empowerment, et là je suis parfaitement d'accord, mais c'est assez rapide, donc j'ai pas eu beaucoup de choses à en penser. Et bah là où ça devient vraiment intéressant, c'est dans le dernier chapitre qui s'appelle Répliquer, où elle analyse un roman qui s'appelle Dirty Weekend, et à partir de ce roman, elle développe le concept de Dirty Care. Et donc c'est un roman que je n'ai pas lu, que je vais essayer de lire, dans lequel une jeune femme assez moyenne et déjà victime potentielle, enfin déjà victimisée, et violée par son voisin, et puis en fait elle finit par le buter, et en buter d'autres. Voilà. Et devient tueuse en série, si j'ai bien compris. Et elle, Dorlin, donc, développe le concept de dirty care, donc qui est vraiment intéressant, pour compléter le concept du care. Donc le care, c'est l'attention aux autres, le souci, le réconfort qu'on amène aux autres. Et alors là, je vais citer un bout de la page 175. Le dirty care est donc à côté du care, donc ça c'est vraiment son concept. Alors déjà, parce qu'en fait ça va être une attention aux autres, mais pas une attention positive pour leur apporter du soin, une attention pour soi se protéger. Donc c'est en fait une première étape d'autodéfense. La violence en durée génère une posture cognitive et émotionnelle négative qui détermine les individus qui la subissent à être constamment à l'affût, en psychologie on parle d'hypervigilance, à l'écoute du monde et des autres, à vivre dans une inquiétude radicale, épuisante pour nier, minimiser, désamorcer, encaisser, amoindrir ou éviter la violence pour se mettre à l'abri, pour se protéger, pour se défendre. Il s'agit alors de développer une série de raisonnements pour déchiffrer autrui, pour rendre raisonnable, normale son action. Ça, c'est les moments où on rationalise, mais ça peut se retourner en culpabilité. Mais je crois pas qu'elle dise ça. À déployer des gestes, des attitudes, des actions pour ne pas l'énerver, ne pas encourager, déclencher sa violence, mais aussi de vivre avec des affects, des émotions quasiment imperceptibles, et pourtant constants pour s'habituer, s'insensibiliser, se faire à sa violence. Il n'est plus question ici de se soucier des autres pour faire quelque chose qui les aide, les soigne, les réconforte, les rassure, les sécurise, mais bien de se soucier des autres pour anticiper ce qu'ils veulent, vont ou peuvent faire de nous, quelque chose qui potentiellement nous dévalorise, nous fatigue, nous insulte, nous isole, nous blesse, nous inquiète, nous nuit, nous effraie, nous déréalise. Et donc ce dirty care n'est donc pas un attachement, c'est une contrainte, et c'est donc du déni, de l'observation, de l'hypervigilance, mais c'est aussi, dans l'exemple qu'elle donne, une étape de la préparation au combat, et Bella, le personnage de Dirty Weekend, va justement passer de l'un à l'autre, à partir de ce dirty care. Et alors moi, là, il m'a manqué des choses, quoi. Alors là où c'est vraiment intéressant, elle développe ça, page 177, c'est que, en fait, il y a donc une éthique de ce dirty care
À l'éthique du Caire telle qu'elle est communément problématisée, il faudrait donc ajouter une part sombre, une éthique de l'impuissance, qui peut être saisie à partir de tous les efforts déployés pour se défendre malgré tout. Dans ce sens négatif, le dirty care désigne le sale soin que l'on s'en porte à soi-même, ou plutôt à sa puissance d'agir en devenant, pour sauver sa peau, les experts des autres. Autrement dit, cet effort permanent pour connaître le mieux possible autrui dans le but de tenter de se défendre de ce qu'il peut nous faire est une technologie de pouvoir qui se traduit par la production d'une ignorance non pas de nous-mêmes, mais de notre puissance d'agir qui nous devient étrangère, aliénée. Ça, c'est intéressant, parce que ça, elle montre comment on va encaisser l'impuissance. Mais en fait, je trouve que c'est pas suffisant. Parce que c'est... Alors, et après, elle parle d'une agnotologie, donc c'est un apprentissage de l'ignorance. Parce que là, l'idée, c'est que l'attention, cette sale attention aux autres, va amener un processus d'oubli de soi et de déréalisation, et d'oubli même de sa puissance, et donc c'est l'apprentissage de l'impuissance. Et là, je trouve que c'est un concept qui est hyper intéressant et qui pose plein de problèmes. Et c'est de ça vraiment dont j'ai envie de parler. Parce que pour le coup, ce dirty care, il reste individuel. Elle n'arrive pas encore à penser le moment de bascule. Ouais, non, il n'y est pas. Il n'y a pas de bascule. D'ailleurs, dans le roman, c'est un roman sur un personnage, c'est pas un roman sur un collectif, hein, si j'ai bien compris là encore. Donc il n'y a pas la bascule qui permettrait de dépasser le dirty care ou au moins de l'élargir. Voilà. Après, bon, c'est une injonction, mais en fait, ça c'est fait. Ce que je comprends pas trop, c'est que ce concept qui arrive à la fin du livre, est-ce qu'il s'applique à ce qui a été dit précédemment? Bah, j'ai bien l'impression que ce qui est dit sur les réactions, etc., donc des personnes en situation d'esclavage, sur les juifs du ghetto de Varsovie, etc., j'ai bien l'impression qu'il s'agit là d'abord qu'il y a eu à un moment là du dirty care. Mais il y a eu aussi autre chose. Et cette autre chose n'est pas forcément réellement définie. Alors il va être appelé autodéfense. Donc le dirty care serait une part d'autodéfense, mais qui apprend l'impuissance, mais sans... Enfin, il manque un truc, quoi. Là, il manque un truc. Et le passage au collectif, est-ce que ce passage-là est possible? Est-ce que pour le coup, c'est toujours du dirty care? Est-ce que c'est autre chose? Moi, je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible par l'échange de témoignages, pour commencer. Et par la mise à l'écrit, par la théorisation. Je pense que c'est ce que fait la sociologie, je pense que c'est ce que fait une bonne part de la littérature féministe, qu'elle soit factuelle ou pas. Mais en fait, ce truc-là, il va et s'analyser et s'apprendre. Alors ensuite, c'est là, elle le présente, et ça c'est vraiment un point que je n'avais pas relevé dans mes billets de blog, je vais coller en description, mais il y a quelque chose qui est presque évidemment, de l'ordre du victim blaming, en tout cas c'est une conséquence qu'on peut en tirer, dans la mesure où ce dirty care, bah, c'est l'apprentissage de l'impuissance pour survivre, hein. Donc en ça, il n'y a pas de blâme à tirer, hein. Mais cet apprentissage de l'impuissance, il n'a l'air de n'être que le fait de la personne violentée, en situation de devoir se défendre, donc attaquer en fait. Et ben là, pour ce qui va être de l'apprentissage de l'impuissance, on avait un truc très bien hein, chez Valérie Solanas, c'était la domestication. Comment les bonnes filles à papa sont domestiquées. Parce que, et alors pour le coup, le concept de Solanas de domestication, dans le SCOM, il intègre la façon dont cette domestication se fait intérieure. Voilà. Ce qui se verra ensuite dans les femmes de droite, de Dworkin, etc., etc. Mais il n'y a pas de moment où en fait cet apprentissage de l'impuissance, bah, c'est aussi quand on vous fout des coups et que vous n'arrivez pas à répondre parce que bah, vous êtes en état de sidération ou parce que vous êtes dans les vapes, bah, vous êtes impuissant. Vous l'apprenez par l'expérience. C'est pas juste que vous l'intégrez psychologiquement, comme si. Enfin, il y a un travail psychique, mais c'est d'abord une réalité du pain dans la gueule, quoi. Et l'impuissance, ouais, j'ai vraiment, vraiment l'impression que même après, dans une situation, par exemple, de discrimination au travail, le moment d'impuissance, vous le sentez physiquement, quoi. Et ça n'est qu'après que vous intégrez cette impuissance dans un raisonnement éventuellement théorique ou dans un système de je sais pas, tous pourris, Manor-Wesh, ce que vous voulez, quoi. Mais Manor-Wesh, c'est censé être un cri de défense qui renverse, mais bon, bah,
dans les faits, ça permet pas non plus de bouger, quoi. L'idée, ça, c'est un truc qui va me manquer. Et alors, pour le coup, la domestication de Solana, ça intègre ça, mais pas, voilà, pas autant. Alors, en plus, ce Dirty Care, il a l'air d'être un travail à la fois conscient, individuel, et un peu inconscient. En fait, elle ne prend pas... Alors, c'est pas non plus le sujet du bouquin, hein, mais c'est-à-dire que je n'ai pas l'impression qu'elle prenne en compte le moment où on peut effectuer un travail du care par autodéfense. Et là, on est complètement dans les femmes de droite de Dworkin. Donc, où on va défendre, je sais pas, un statut de femme au foyer. Alors, parce que en fait, ça, c'est vraiment une problématique de femme. Hein. On va défendre, là, ce que j'évoque, je sais pas, on va être militante pour que les femmes restent au foyer, s'occuper de son mari. Parce qu'en fait, on a besoin d'être entretenu, on a besoin de vivre. Ou on va s'occuper de lui, effectivement, pour éviter des coups, des machins, etc. Voilà. Mais ça, c'est pas forcément la situation systématique. Voilà. Mais elle ne prend pas en compte le moment où le care ne serait pas juste un soin donné à l'autre, mais un soin donné à l'autre pour se mettre à l'abri. Et qui ne soit pas donc un travail. En fait, c'est le travail domestique là qui va manquer. Donc il me manque un truc, quoi. Au niveau de l'articulation, c'est hyper intéressant, mais il me manque un truc. Bon, donc, l'hypervigilance du dirty care, enfin, je fais le lien avec l'hypervigilance psychologique, je trouve que ça fonctionne. Je me demande pourquoi, pour le coup, elle ne parle pas d'hypervigilance. Peut-être parce que l'hypervigilance, c'est une des conséquences du trauma. Mais c'est pas que le trauma qui rend hypervigilant. Je crois pas, vous me direz. Et ce dirty care, donc, il reste comme ça assez individuel, quoi. D'ailleurs, l'exemple, c'est une femme qui, finalement, va adopter le même comportement que ce mec, mais elle ne devient pas, explique Dorlin, pour autant une chasseuse. C'est plutôt qu'elle le transforme, lui, en proie. Et moi, je comprends pas comment il peut y avoir des proies s'il n'y a pas de chasseurs. Ça, c'est vraiment un truc que je pige pas. Donc il y a un truc qui va me manquer là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai vraiment aimé ce bouquin et qu'en même temps je suis agacée parce que là il y a des articulations qui me manquent, quoi. Et alors après que donc il y a une éthique et donc finalement elle parle d'une agnotologie, bon, pas une épistémologie négative, hein, du dirty care, donc un savoir propre au dirty care qui va être le savoir des autres, mais qui est en même temps un oubli de soi. Et donc ça amène à une déréalisation. Je suis parfaitement d'accord. Dans ma marge, j'ai marqué. Mais là, ben là, en fait, j'en aurais voulu beaucoup plus, quoi. Bah, moi, c'est vraiment une question qui m'intéresse, cette déréalisation. Les fantômes, tout ça. Mais ce moment de déréalisation, c'est pas juste la personne qui s'oublie elle-même. Et là aussi, elle est beaucoup trop individuelle. Cette déréalisation, bah, c'est aussi quand vous parlez dans une soirée et qu'on vous répond pas. Ou qu'on vous coupe la parole parce que vous êtes une meuf. Ou vous racontez, je sais pas, un truc raciste que vous avez vu, dont vous avez pu être victime. Ça sera pas mon cas parce que je suis blanche. Et puis, ben, on vous croit pas. On vous dit, ah, t'es sûr que t'as bien compris? C'est ça la déréalisation. C'est beaucoup plus large en fait. Et c'est pas juste le fait de la personne qui finit par s'oublier elle-même. Ça me paraît beaucoup, beaucoup trop étroit. Et donc en fait, bah, j'aurais voulu un livre qui commence par ça, quoi. Qui étudie ces trucs-là, qui étudie vraiment le dirty care. Parce que là, c'est hyper frustrant de pas savoir exactement ce qu'on en fait, à quel moment on le reconnaît, puisqu'en fait, elle le développe à partir d'un roman. Et il n'y a pas tellement de développement à partir de fiction dans ce bouquin. Pourtant, je sais pas, toi, il y en a eu des tueuses en série. Bon, voilà, c'est peut-être pas des bons exemples, mais il y en a eu. Pourquoi pas un roman, moi, c'est pas moi qui vais être contre la littérature. Mais on reste aussi dans quelque chose qui va être individuel. Parce que, en fait, ce dirty care en passant en collectif, mais il existe déjà. Ça, c'est quand, entre copines, on se dit, traîne pas avec lui, c'est pas un bon mec. Ou méfie-toi. Non, bureau ouvert. Hein. Vous voyez? Ou j'ai vu que tu l'avais dans tes contacts. Fais gaffe, hein. On le fait.
On se les passe, pas des listes, hein, pas des listes noires qui circulent, mais on se prévient. C'est ce qu'on appelle la rumeur. Et la rumeur, c'est aussi récupérer ces informations-là. Et donc ce savoir mis en place, ce qu'elle appelle donc dans le Dertica le savoir des autres, et donc l'oubli de savoir de soi, ben, je suis d'accord sur le savoir des autres. On les connaît, les stratégies. On les reconnaît, puis on se les explique. Donc ça, voilà. Alors c'est pas obligatoire, mais là, il y a un savoir, ben, je sais pas, des cuisines, quoi. Il y a un savoir des vestiaires de femmes, des moments de non-mixité, où ce savoir-là, pour préparer une autodéfense, ben, il se répand. Sans même parler de militantisme et de politique, là. Et surtout, en plus, ça fait des scènes extrêmement évocatrices. Ces femmes qui échangent. Et ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, quoi. Et je connais pas les équivalents pour les personnes racisées, parce que, par définition, je peux pas y avoir accès, quoi. Ça, c'est vraiment un truc qui est dommage, quoi, parce que ça peut aller tellement plus loin. Et ces questions-là de rumeurs, d'échanges, d'expériences transmises, ce qui fait le propre du récit, hein, pour Benjamin, c'est le début de quelque chose. Et là, je suis absolument persuadée que le sexisme dans lequel on vit, le patriarcat, quoi, ça nous fait vivre dans quelque chose qui est, en tant que femme, hein, qui est de l'ordre d'une espèce de gigantesque fiction, qu'on est relégué à la fiction, on est dégagé à la fiction, qu'on n'existe plus tellement, qu'on a une existence moins pleine, ontologiquement, mais que cette existence, elle retrouve ces détours-là, et ces moyens de défense-là, par la parole, ensuite par l'écriture, par le militantisme, par le fait de commencer à aller en collectif, etc. Et le collectif, c'est pas forcément les syndicats. Le collectif, c'est déjà le groupe de copines qui commence à vraiment causer et à poser les choses. Quelque chose de l'ordre de l'amitié. La vraie, la filia. Et je trouve bien de finir là-dessus pour un livre sur la violence. Et là, on a quelque chose peut-être pour transformer cette urticaire que j'aurais voulu voir, mais en tout cas que je n'aurais pas pensé sans ce bouquin. Je vous dis à bientôt.